recevons cet après-midi fut directrice départementale en charge des affaires sociales du littoral et de l'Atlantique, sur des droits fonciers des femmes pour un accès sécurisé et un droit d'usage des terres agricoles. Valérie Idossou est également spécialiste en sauvegarde sociale et environnementale. Docteur Valérie Idossou a un CV long comme le bras. Elle est également femme politique, secrétaire générale du parti Renaissance nationale dirigé par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Chers amis internautes, je vous invite à accueillir notre invité de cet après-midi, le docteur Valérie Idossou. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le samedi et c'est jour de Politiquement Féminin sur ESAE Télévision. Ce samedi, les femmes s'invitent au débat à travers la thématique « Droits des femmes au Bénin, les défis persistants à relever ». Pour en savoir davantage, je reçois pour vous Valérie Idossou. Elle est docteur en sociologie du développement et secrétaire générale du parti Renaissance nationale. Bonsoir. Bonsoir, Mme Tatiana. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est le mois de la femme. Bien sûr. Et on parlera de la femme cet après-midi. D'accord. Alors, vous avez vu votre présentation. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire dans cette brève présentation? Parce que j'ai signalé que vous avez un CV long comme le bras. Merci, Tatiana. Merci déjà pour cette présentation de ma personne. Je l'accueille avec humilité. Je voudrais juste qu'on ajoute que je suis assistante sociale de formation de base. C'est ce profil qui a galvanisé en moi toute l'énergie pour m'occuper des personnes dont les droits ne sont pas respectés. Et actuellement, je suis la chef d'équipe de l'unité de gestion du programme d'appui à l'égalité de genre. J'ai également, pendant de nombreuses années, accompagné les étudiants assistants sociaux. J'ai fait de la coordination de l'école supérieure des assistants sociaux du Bénin, qui est à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Merci. Alors, dites-nous, comment se porte la femme béninoise aujourd'hui? La femme béninoise? Oui, la femme béninoise. C'est le mois de la femme. Bien sûr, la femme béninoise, elle se porte bien, je peux le dire. Elle se porte bien parce que il y a un système de protection qui est mis en branle pour elle, un système sanitaire qui la prend également en compte. Je peux citer les nombreux projets pour donner accès à la santé aux femmes, et notamment lorsque elles doivent mettre au monde les nombreuses maternités, les soins de santé de la reproduction, les soins de nutrition. Donc, en matière de santé, je pourrais me dire que la femme se porte bien. Je n'ai pas dit très bien. Mais vous avez dit bien. Oui, j'ai dit bien parce que tant qu'il reste des choses à faire, il faut s'évaluer et aller de l'avant. La femme se porte bien également parce que notre système éducatif la prend en compte de mieux en mieux. Nous avons un accès égalitaire à l'école de base. Aujourd'hui, le nombre de garçons qui entrent à l'école primaire équivaut au nombre de filles qui entrent. Parfois, même selon les zones, nous avons une surpopulation féminine. Cependant, il reste encore de gérer des problématiques liées à la rétention. Mais avoir une éducation de base pour toutes les filles et pour tous les garçons, c'est déjà une manière de dire que au Bénin, c'est un effort à saluer et que les femmes se portent bien sur ce plan. Parce qu'une femme qui a un minimum d'éducation de base, ça va se faire ressentir sur son avenir, sur les décisions personnelles qu'elle prend, sur l'entretien qu'elle fait des membres de sa famille, sur son emploi après, sur son... comment dirais-je, son métier, parce qu'elle va poursuivre un rêve, c'est le départ. Et il faut le dire, le Bénin a fait beaucoup d'avancées dans ce sens. En matière de participation à la vie publique, je veux parler de la voix portée par les femmes. Je pense que là, on peut dire assez bien. Assez bien, on a fait des avancées.
c'est vrai, le taux de représentativité des femmes au niveau de l'Assemblée nationale a fortement augmenté parce que désormais, avec le code électoral que nous avons, il est fait obligation d'avoir au moins une femme par circonscription électorale, ce qui a permis d'avoir les 24 femmes, en plus des femmes que les partis politiques ont bien positionnées. Je dis bien positionnées parce que c'est dans le positionnement qu'on peut avoir une augmentation plus substantielle. C'est pour ça que je rejoins ceux qui parfois portent des critiques par rapport à cette discrimination que nous appelons discrimination positive ou une mesure spéciale pour dire on vous a donné ces postes-là, on vous a donné ce nombre sur un plateau, comme si nous n'avions pas fourni d'efforts. Je pense que c'est de la responsabilité des partis politiques de mieux positionner les femmes, mais aussi c'est de la responsabilité des femmes de porter de la voix, d'apprendre à mieux mobiliser, mais il y a beaucoup d'autres réalités derrière qu'on pourra échanger plus tard. Donc, en matière de participation, on peut dire qu'on a fait quelques avancées. De plus en plus de jeunes femmes aussi entrent dans les associations, qu'elles soient formelles ou informelles, pour porter de la voix. Vous allez voir beaucoup d'activisme lié aux jeunes filles, et ça, c'est déjà important parce que pour apprendre à prendre la parole, pour apprendre à défendre les membres de sa communauté, il faut commencer par le faire tôt. C'est pas quand on a 50 ans qu'on peut apprendre à défendre les droits des femmes. C'est pas quand on en a 40 qu'on le fait. Donc, il y a une génération qui se prépare après nous. Et on peut dire là-dessus que ce n'est pas mauvais. Mais en termes de participation, globalement, pour moi, c'est assez bien. Alors, il nous faut aller plus loin avec la représentativité des femmes au niveau plus basique, au niveau où les besoins des femmes se posent, surtout au niveau communal, au niveau arrondissement. Et ça, c'est de la responsabilité des partis politiques qui animent la vie politique. Alors justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame Dessous, dites-nous un peu, lorsque je dis vous êtes une femme, comment percevez-vous ce mot-là? Quand vous dites que je suis une femme, oui, je perçois ça avec fierté. Avec fierté parce que je porte la vie, et même les femmes qui n'ont pas eu l'occasion ou la joie de porter la vie se comportent comme des personnes qui portent la vie. Elles représentent, on identifie la femme à la vie, à la terre nourricière. Et ça suffit pour être motivée mentalement. Je suis heureuse aussi d'être femme parce que ma voix porte. Et c'est pour ça que toutes les fois où les femmes n'ont pas l'occasion de dire ce qu'elles pensent, n'ont pas l'occasion de choisir ce qu'elles veulent pour leur vie, choisir un métier, avoir accès à des ressources pour faire de la production, pour créer de l'emploi. Lorsqu'elles n'ont pas ces possibilités-là, elles peuvent ne pas être fières d'être une femme. Alors justement, il y a quelques jours, nous avons célébré la Journée internationale de la femme avec comme thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation. Ce thème-là, comment est-ce que vous l'avez défini? Comment est-ce que vous l'avez accueilli, ce thème? Oui, c'est un thème qui vient 30 ans après la conférence de Beijing et 30 ans après la conférence sur la population. Et donc, c'est un thème qui cumule plusieurs autres thèmes dont nous avons déjà entendu parler et qui nous permet de dire qu'en fait, il faut faire un alliage. Il faut faire de la synergie entre les différents éléments qui, finalement, repositionnent les femmes comme des actrices de développement. Avoir accès aux droits, les droits élémentaires, comprendre que les droits de la femme sont des droits humains, ça commence par là, ce n'est pas différent. Comprendre que une femme a besoin d'être autonome, et être autonome, c'est la capacité de prendre des décisions pour elle-même, c'est la capacité d'avoir des projets et d'avoir les moyens de les mettre en œuvre, que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets communautaires ou que ce soit des projets
nationaux. C'est ça l'autonomie. Mais pour y arriver, il y a des préalables. Il y a qu'il faut être bien éduqué, il y a qu'il faut faire une formation qui permette d'avoir un métier décent, un emploi décent. Il faut avoir une bonne santé, il faut être bien nourri. Tout ça va conduire à l'autonomisation. Et en fait, la façon dont le capital de la femme est produit, le capital est accumulé. Quand je parle de capital, je parle de sa capacité scolaire ou professionnelle. Je parle de sa santé, de reproduction notamment. Je parle des opportunités aussi. À part le capital, je parle des opportunités auxquelles elle a accès. Est-ce que les femmes aujourd'hui ont accès aux facteurs de production? La plupart n'en ont pas encore accès. C'est vrai que ça évolue, mais ça évolue timidement. Vous voyez des femmes chefs d'entreprise. Elles sont nombreuses dans la transformation des produits agricoles, pour l'alimentation, bien sûr. Mais est-ce qu'elles ont toutes les opportunités qui leur permettent de créer de la richesse? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis après, le comportement des institutions, qu'elles soient des institutions nationales, formelles donc, et des institutions informelles comme les familles et les collectivités. C'est dans les communautés que la violence se perpétue. Voyez le comportement de l'État. L'État, lui, dit « Je crée les conditions pour que les femmes puissent participer à la croissance économique. Je lutte contre les violences basées sur le genre pour qu'elles soient vraiment dans une intégrité physique et mentale pour entreprendre. » Mais parfois, la communauté, avec des normes qui ne sont plus d'actualité, je peux me permettre le thème parce que toute norme est créée dans un environnement ou dans un contexte social précis, des normes qui ne sont plus d'actualité, sans le savoir, comment dirais-je, créent de la violence. Les normes qui ont été conçues dans un contexte, qui sont transposées dans un contexte qui a totalement changé, peuvent créer des dommages et empêcher les femmes de jouer convenablement leur rôle. Donc, si on n'allie pas le capital de la femme, les opportunités auxquelles elle a accès et le comportement décent et responsable des institutions, elle ne pourra jamais être celle qu'on veut dans la société et on va toujours perdre une partie de notre richesse nationale parce qu'elle compte pour plus de 51% de la population. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'autonomisation des femmes. Alors, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'elle se limite juste à l'aspect financier? Non, pas du tout, pas du tout. J'expliquais un peu le mot autonomisation tout à l'heure en disant c'est la possibilité pour quelqu'un de prendre des décisions personnelles sur sa vie d'abord. Donc, j'ai un choix à faire. Je dois aller me faire soigner. J'ai besoin de faire un planning familial. Est-ce que j'ai la possibilité de décider de moi-même d'aller aux soins? La plupart des femmes, ou certaines femmes, encore chez nous au Bénin, n'ont pas la possibilité de se rendre à l'hôpital sans avoir informé leur conjoint ou un parent. Ce n'est pas un combat perdu d'avance parce qu'on travaille à ce que les communautés aussi comprennent que c'est pour qu'elles deviennent un maillon du développement communautaire qu'on dit qu'on doit lui donner l'opportunité de prendre la décision d'aller aux soins. Parce que des fois, quand la décision n'est pas prise par elle, elle peut perdre sa vie ou on peut perdre la vie d'un bébé qui va naître bientôt. Donc vraiment, l'autonomie commence par la possibilité de faire des choix personnels, mais aussi la possibilité de créer un projet et de le mettre en œuvre, soit un projet personnel, un projet communautaire ou un projet totalement national. Alors, dites-nous un peu, comment comprendre qu'on attend toujours le mois de mars, hein, même si au cours de l'année, on met quand même un accent, on met en guisière quand même les progrès réalisés en matière de promotion de la femme. Mais pourquoi toujours attendre la période du 8 mars pour mettre vraiment en lumière les progrès réalisés par notre pays en la matière? Oui, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter lorsqu'on agit à un moment donné pour faire le point. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et c'est bien de rappeler qu'à un moment de l'histoire, les femmes n'avaient pas accès à certains droits, comme le droit de vote,
comme par exemple avoir un même salaire que les hommes, et que des femmes ont été tuées juste parce qu'elles ont voulu réclamer ces droits. Et donc, un événement aussi sert à mobiliser. Donc, on a créé cet événement qui est national et international pour dire, nous nous souvenons qu'il y a eu des femmes qui sont décédées parce qu'elles ont réclamé des droits. Nous nous souvenons que nous devons aujourd'hui travailler à ce que ça n'arrive pas et nous devons nous souvenir que demain doit être meilleur encore pour les filles et les femmes. Et donc, c'est bien de s'arrêter. Et vous voyez, les lumières sont braquées sur tous les événements de cette période du mois de mars. Et parfois, les activités se mènent aussi au plus proche des communautés et ça leur permet de se réveiller. On peut pas, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens d'être dans les médias et auprès des communautés chaque jour. Mais quand on a une période, une longue période au cours de laquelle vous n'entendez que ça finit par vous faire sens. Donc, c'est pour ça que j'apprécie bien qu'il y ait ce 8 mars-là, mais ça ne s'arrête pas. Il y a beaucoup d'actions qui continuent, qui existaient, qui sont mises en lumière pendant la période, mais qui continuent aussi. Il y a beaucoup d'innovations aussi sur la base des communications, des choses qu'on a entendues, d'autres personnes prennent des initiatives qui continuent tout le long de l'année. Alors, je crois qu'au plan international, c'était la 47e ou la 48e édition, si je ne me trompe pas. Oui. Et au plan national, c'était la 30e édition. Bien sûr. Alors, dites-nous un peu, 30 ans après, comment peut-on renforcer aujourd'hui l'engagement du Bénin envers la promotion des droits des femmes? Oui, les Nations Unies ont décrété cette journée depuis 1977. Hein, ouais, donc, ouais. C'était du chemin parcouru. C'était du chemin parcouru et c'est à partir de la conférence de Beijing que ça s'est vraiment internationalisé. Mais il faut dire que le Bénin a fait beaucoup d'avancées. Vous voyez, l'accès aux droits rime avec la démocratie. Et donc, depuis les années 90, avec l'avènement de la démocratie dans notre pays, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans notre constitution, beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça continue. Et moi, je voudrais particulièrement remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour l'engagement pris depuis ces 8 dernières années pour lutter contre les violences basées sur le genre. Parce que c'est un goulot d'étranglement de l'épanouissement et de la contribution des femmes au développement. On a fait des avancées en matière d'éducation, je l'ai dit. On a fait des avancées en matière de lutte, mais il reste encore des défis. La question de rétention des filles à l'école se pose. Quand on passe du niveau primaire au niveau secondaire, on a une forte perte de filles, près de 35%. D'ailleurs, même celles qui entrent au primaire ne finissent pas le primaire. Celles qui entrent au collège ne finissent pas. Et puis après, on a très peu de femmes au niveau supérieur. Et quand on prend les filières scientifiques et les filières techniques, parfois on ne les retrouve pas. Mais ce gouvernement se dit, on se focalise sur les filières professionnelles, sur les filières techniques et on encouragera les filles à y être. Je pense que les anciennes actions vont se compiler avec les nouvelles qui sont fortes. Parce qu'avec la lutte contre les violences telles qu'elles se mènent aujourd'hui au Bénin, la peur a changé de camp. Quand vous entendez parler de l'INF, quand vous entendez parler de la criette, je pense que ça vous fait sens, qu'il ne faut pas arrêter une petite fille dans le coin de la rue, une fille qui porte des oranges sur la tête, une fille qui est en train de se balader, même si elle se balade, elle a une dignité, il ne faut pas toucher. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup avancé. Il y a les questions de microfinance aussi qui sont bien agitées avec une digitalisation. Les intermédiaires entre les services financiers et la femme ont disparu, ce qui fait que il y a une facilité d'accès à ces microcrédits. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais on doit continuer. On doit continuer parce que si on a fait 30 ans et qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, il faut multiplier la lutte par 30 ans, par 2 encore. Peut-être 30 ans encore après, nous pourrions nous frotter les mains parce qu'il y a quand même certains pays qui se frottent les mains déjà. Dans certains pays, on parle moins d'égalité de genre parce que ça existe déjà, parce que les croissances sont passées à 2 chiffres, parce que le développement avec son corollaire de qualité de vie est déjà installé. Donc, tant qu'on ne va pas arriver à ces résultats, peut-être que nous allons toujours
génération après génération. Tu y participes d'ailleurs, Tatiana, merci. Génération après génération, porter de la voix pour que ça s'améliore. Alors, dans notre présentation, je l'ai dit, hein, vous êtes également femme politique. Et là, nous sommes petitement en train de glisser dans le pan politique de notre émission de cet après-midi. On reste focus quand même sur le 8 mars. Nous avons assisté à une course au message à l'endroit des femmes venant des différents partis politiques de notre pays. Alors, vous qui êtes là, secrétaire général du Parti Renaissance Nationale, je veux dire, quel réveil! Nous, on était en éveil depuis hein, la Renaissance, le Parti Renaissance Nationale, ancien parti UDBN, était toujours en éveil. Il n'y a pas de 8 mars il n'y a pas de journée de 8 mars pendant laquelle nous, on n'avait pas porté des messages, notre présidente en première, nous, en organisant des activités de proximité avec... Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que votre parti est dirigé par une femme? Un peu, c'est de la spécificité, il faut l'accepter. Nous sommes dans un milieu fortement influencé par les femmes, influencé par les hommes, pardon. Et s'il y a une seule femme qui intègre ce milieu, elle porte sa spécificité. C'est pour ça que depuis fort longtemps, pendant la journée du 8 mars et pendant la période même de tout le mois de mars, nous organisons des activités. Mais c'est bien que d'autres partis puissent faire la même chose aussi. La lutte s'en trouve enrichie et puis les femmes s'en trouvent valorisées parce que les femmes sont aussi des militantes, elles sont aussi des responsables dans les partis et mettre de la lumière sur elles pendant la période, selon moi, n'est que positif. Alors justement, pour certains, on se croirait déjà à la course en 2026, là, parce que ces messages ont tellement étonné plus d'un qu'on s'est dit, voilà, 2026, c'est demain. Est-ce que c'est pas déjà de la stratégie que vous mettez en place, vous, les partis politiques? Nous, on était déjà dedans depuis. Pour les partis qui ont multiplié les actions en faveur des femmes pendant cette période, c'est une bonne chose. Et il ne faut pas se leurrer, nous sommes déjà dans une période préélectorale. Il ne faut pas se leurrer, les remobilisations ont commencé. Vous savez, la cible femme est une cible importante pour les partis politiques. Mais maintenant, il ne faut pas seulement qu'elles soient seulement Vous confirmez que les femmes, c'est un vivier électoral? C'est un vivier électoral. Elles font 51% de la population. Donc, d'office, c'est un vivier électoral. On compte sur elles, mais de plus en plus, on compte sur elles pour porter de la voix et pour être sur les listes. C'est ce que les partis doivent faire. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Vous faites bien de parler de liste parce que là, je l'ai dit, vous êtes la secrétaire générale du Parti Renaissance Nationale. Quel est votre avis sur l'audit du fichier électoral? L'audit du fichier électoral. Je pense qu'il ne s'agit pas de l'audit du fichier électoral. Si mes souvenirs sont bons, il y a un comité fait de partis de l'opposition qui s'est mis en place et qui ont fait une tournée vers les autres partis. Le cadre de concertation. Voilà, pour mobiliser autour d'une question qui n'avait pas été bien expliquée certainement parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas de l'audit du fichier. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de l'audit de la base de données. La base de données, c'est tous les Béninois compris. Et depuis 8 ans, je pense, le Bénin a opté pour remettre en forme cette base de données qui comporte tous les citoyens béninois. Mais c'est que c'est sur cette base-là qu'on extrait le fichier électoral. Et le fichier électoral comporte des personnes qui sont âgées de 15 à 18 ans. Et puis après, on va extraire la liste électorale informatisée. Donc, on en était là quand ce comité a souhaité rencontrer notre parti, par exemple, comme il en a fait avec d'autres, pour nous mobiliser autour de cette question. Quelle a été notre posture? Nos communiqués existent sur nos plateformes digitales. Nous avons dit, c'est le droit des partis politiques de réclamer des audits, de tout ce qui permet d'avoir une élection apaisée. D'ailleurs, c'est de la redevabilité. Mais nous ne sommes pas d'accord pour qu'on audite un document qui a servi à faire des élections déjà passées. Vous comprenez pourquoi? Nous sommes un parti mu par la promotion de la cohésion
nationale et nous ne voulons pas participer à des événements qui portent des gemmes, qui sont chrysogènes. Donc, nous avons dit... L'audit porte des crises. L'audit, s'il s'agit de l'audit d'une liste qui a déjà servi à des élections, pour nous, ça n'avait pas beaucoup de sens. Par contre, nous avons dit, notre communiqué est encore là, je peux vous balancer ça. Nous avons dit, s'il s'agit d'auditer un document qui permettra d'aller aux élections de 2026, nous verrons avec vous comment ça peut se faire. Notre posture était donc différente des postures des autres sur la question. De vos frères de la mouvance. Je parle des postures des je autres. parle de vos frères de la mouvance, parce que notre parti, c'est un parti de la mouvance. Nous sommes partis de la mouvance, mais nous avons notre manière de porter. C'est la mouvance réfléchie, c'est ça? C'est la mouvance responsable? C'est la mouvance spécifique. D'accord. Chaque mouvancier est spécifique dans sa manière de voir les réalités. Donc, pour nous, il ne s'agissait pas... Enfin, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas en réalité de l'audit d'une liste électorale, mais de l'audit de la base de données. Et si c'est de l'audit de la base de données, c'est une bonne chose. Oui, mais est-ce que là, vous ne faites pas un peu un rétropédalage? Parce qu'on a vu il y a quelque temps, quand le gouvernement a accepté de financer et a même débloqué des fonds pour financer l'audit de ce fichier électoral, on a vu qu'au niveau de la mouvance, vous êtes quand même revenu à vous. Parce que... par l'ordre, la décision a déjà été prise. Le chef de l'État est d'accord pour l'audit. Donc, la danse commence à changer. Est-ce que c'est parce que le son a changé que la danse change également? Non, je vous disais tout à l'heure qu'au RN, et je peux vous lire le communiqué, là, à la fin, je vous lis, vous pouvez aussi montrer sur votre écran. Nous, on avait bien dit qu'on appréciait la démarche, mais qu'on n'était pas d'accord pour auditer un document qui a déjà servi. Mais que s'il s'agit... Oui, mais est-ce qu'à un moment T, le cadre de concertation, vous avez fait comprendre que c'était l'audit d'un fichier qui était déjà passé? Ils ont parlé des deux. Ils ont dit qu'ils devraient auditer les deux. Et là, nous, on avait bien dit que... Vous êtes devenus réticents. On est devenus réticents. On a mis un bémol. Mais nous n'avons jamais été... totalement sur, comment dirais-je, nous n'avons jamais eu la posture négative, totalement négative sur la question. Et maintenant même, qu'on apporte des éclairages pour montrer qu'il ne s'agit même pas de la liste électorale informatisée, mais qu'il s'agit d'un document qui concerne tous les Béninois, qu'à cela n'en tienne. On va étudier avec ce comité-là la possibilité pour nous de contribuer, et c'est cela. Mais RN a eu une posture de non pour l'audit d'un document passé, oui pour un document qui pourrait servir en 2026, mais avec notre façon de voir les choses. Alors, dernière question, avant de vous servir votre brunch, non, votre goûter de cet après-midi, quelle est la perception que vous, au niveau de la Renaissance nationale, vous avez des élections générales de 2026? Les élections générales de 2026, c'est un rendez-vous important pour nous. Nous y serons par la grâce de Dieu, parce que ce sont des élections cumulées. Et nous espérons pouvoir être aux élections communales et aux législatives. Quant à l'élection présidentielle, vous savez, nous ne pourrions pas obtenir des parrainages puisque nous n'avons pas d'élus, mais nous verrons au moment opportun dans la liste, puisque nous sommes nous verrons dans la liste des personnes qui vont être portées en avant, celles qui répondent le plus... Feront votre affaire. Notre affaire, notre vision. Qui pourra épouser la vision de votre parti. Qui sont dans notre vision, qui sont dans la logique où nous sommes, parce que nous sommes quand même des renaissants nationaux. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes qui excluent, comme par ailleurs, mais nous sommes nationalistes d'essence. Voilà, je vous l'ai promis, c'est la fin de l'entretien avec moi. Maintenant, je vais vous offrir votre goûter de l'après-midi, un très bon goûter qui sera servi par la Louve Billy et le loup Romarica. Voilà, ils sont déjà confortablement installés. Bonsoir Billy. Bonsoir Tadjana. Ça va? Ça va.
toute jolie avec un pagne, un modèle. Merci. Juste à côté, nous avons Romaric. Bonsoir Romaric. Bonsoir Tatiana, heureux de vous retrouver à nouveau. Alors, je vous laisse avec la précieuse secrétaire générale de la Renaissance nationale. Faites d'elle ce que vous voulez, mais ramenez-la entière. Madame Idossou, bienvenue. Merci. Ma Ne me première dévorez question... pas surtout. Non, ne vous en faites pas. Ma première question, c'est... On va commencer par la politique. Aujourd'hui, quelle est la place de la Renaissance nationale dans l'échiquier politique? Elle a toujours eu la même place. On est là aux côtés des autres partis politiques de la mouvance. Et d'ailleurs, vous avez dû comprendre que notre présidente a été nommée ministre conseillère récemment. Donc, voilà, la place, elle est restée la même. C'est la preuve que votre travail, le travail de votre parti se récompose bien. On va dire ça C'est une comme ça. reconnaissance que nous sommes avec le gouvernement. D'accord. Et le RN, c'est un nouveau parti ou c'est toujours la continuité de l'UDBN? Non, RN est un nouveau parti. Vous en êtes sûr? Tout à l'heure, à vous écouter, vous avez dit, vous avez toujours été éveillé et tout, et vous avez précisé l'ancien parti UDBN, c'est-à-dire, en tout cas, quand on vous entend, on a l'impression que c'est une suite, que c'est une continuité. Parce que beaucoup d'acteurs et d'actrices qui étaient de l'autre côté sont également là. Donc, vous reconnaissez que c'est une suite. Bien sûr, c'est mais seulement le nom qui a changé, en fait. Non, le nom a changé, les stratégies ont changé également. Donc, si les stratégies n'avaient pas changé, on ne changerait pas de nom. En tout cas, selon certains, c'est de peur de disparaître complètement que le parti UDBN a vu le jour sous un nouveau nom quand même. Oh là là, mais c'est des personnes qui ne nous connaissent pas. En fait, il faut reconnaître qu'on a eu des difficultés. Au parti UDBN, on a eu des difficultés et on avait beaucoup de personnes qui étaient responsables à un niveau donné et qui ont rejoint d'autres partis. Il fallait quand même restructurer. Il fallait aussi faire une propre évaluation de notre démarche politique. Et c'est suite à tout ça que nous avons modifié des options, choisi de faire les choses d'une autre manière. Et puis, voyez-vous, notre nom est devenu Renaissance nationale. C'est renaître pour reconquérir. Renaître pour reconquérir. Et je crois que dans la vie, il n'y a que les cons qui ne renaissent pas. Il n'y a que les cons qui ne se remettent pas en cause. Il n'y a que les personnes qui n'ont aucune vision de l'avenir, qui ne puissent pas s'arrêter pour dire ce qu'on a fait, on en tire des leçons. Voilà les nouveautés qu'on apporte. Voilà. Ce qui dit que la transhumance est passée par là. Beaucoup, la transhumance est passée par là et c'est le lot quotidien des partis politiques. C'est dommage parce qu'on dit qu'on est dans un système où la transhumance va être réduite, mais vous écoutez chaque jour un conseiller, une personne qui quitte un parti pour un autre. C'est une question d'étape. Si ça continue, si ça réussit, je mets si parce que ça reste une hypothèse, il faut attendre 10 ans, 15 ans. Il faut attendre que ce gouvernement-là passe et que rien ne change. Il faut attendre que les acteurs s'intériorisent ces grands regroupements-là pour dire après que la question de transhumance a été totalement... Mais nous, on n'en a pas eu peur justement parce qu'on sait que c'est un lot quotidien, c'est des pratiques anciennes et que progressivement, on va venir à bout de ça. Et surtout, que nous n'avons besoin que des personnes qui sont convaincues par ce que nous portons comme valeur et vision. Merci. Je passe la parole à Djessougou. Moi, je ne vais pas vous dévorer, ne vous inquiétez donc pas. J'ai des questions simples pour vous. Bonjour. Bonjour. Alors, l'UDBN, vous avez dit que c'est une continuité en quelque sorte, même si... J'ai jamais utilisé le mot continuité. Bon, ce n'est pas une continuité. Elle est allergique à ce mot, Romaric. En matière de... Trouvez un autre mot, s'il vous plaît. En matière de stratégie, justement, ça a changé. Voilà, en matière de stratégie, ça a changé. Le parti existe. La Renaissance nationale existe. Moi, je me souviens que j'ai été approché en 2019 pour travailler pour l'UDBN. Pour travailler? Pour l'UDBN. On ne travaille pas pour un parti. On milite dans un parti. Alors, moi, je crois que sur le terrain, d'accord, lorsqu'on fait une marche à reculons,
quelques années en arrière, on constate que l'UDBN ne représentait pas grand chose sur le terrain. Les élections communales dans le temps avaient démontré ce que pesait l'UDBN en réalité sur le terrain. Aujourd'hui, avec la Renaissance nationale, qu'est-ce que vous proposez? Je préfère aller directement. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est toujours la même chose qu'on va voir sur le terrain alors que nous nous préparons pour 2026? Ok, merci beaucoup. Quand vous dites que vous avez été approché pour travailler pour l'UDBN, je pense que c'est la posture des personnes qui ont voulu que ça n'avance pas. Non, mais j'ai été approché parce qu'on sait que je pouvais mobiliser des gens pour l'UDBN. Oui, mais aujourd'hui, nous, on veut travailler avec des gens qui pensent d'abord militantisme, qui sont d'abord engagés, mais qui ne viennent pas travailler pour un parti. C'est ça. Et c'est pour ça que nous avons changé de stratégie aussi. On ne veut plus des jeunes qui viennent vers nous. On ne veut plus des touristes politiques. On ne veut plus des touristes politiques. Des migrants politiques. On ne veut plus des gens qui veulent venir à une activité et attendre qu'on les paye à la fin. On ne veut plus des gens qui disent, qu'est-ce que vous nous offrez? J'ai pas de travail. Si vous n'avez pas de travail et que vous n'avez pas encore d'engagement, restez en dehors. Si vous pensez qu'il faut d'abord trouver un travail avant de s'engager, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris la logique du militantisme. Donc, quand vous dites que l'UDBN ne valait pas beaucoup de choses, je ne suis plus UDBN aujourd'hui, mais je veux répondre à cette question-là. Allez-y seulement. Je voudrais réagir à cette question pour dire que l'UDBN a une histoire également. Oui, je suis d'accord. Est-ce que avant ce que vous dites, avant 2016, est-ce que vous avez entendu parler de l'UDBN? Est-ce que vous avez vu des gens être élus, députés, maires? La plupart des personnes qui sont aujourd'hui maires, je ne veux pas citer de noms, qui sont députés, ont travaillé, comme vous le dites, à l'UDBN. Ils n'étaient pas des militants. C'est pourquoi j'emprunte le mot travailler à l'UDBN. C'était des travailleurs de l'UDBN. C'était des travailleurs de l'UDBN qui réclamaient à la présidente de l'argent à tout moment. Et ça a continué longtemps. De 2010 à 2016. Pas de 2010 à 2016, c'est bien avant. Mais le parti a été créé justement en 2010. Ah non, vous ne connaissez pas l'histoire de l'UDBN, il existait. On veut connaître l'utilisation. Ce n'est pas le moment, vous allez me réinviter pour qu'on en parle, mais je suis en train de vous dire, en fait, que il faut connaître l'histoire de notre parti. On a eu des députés, on a eu des maires. Avant l'avènement de la réforme du système partisan. Et les gens qui, dans leur mentalité, ont supposé qu'ils ont travaillé, sont allés travailler ailleurs. Ça fait partie aussi des problèmes. Aujourd'hui, nous n'en voulons pas. Nous pouvons être 1000. Notre vision est prospective. Et nous savons que... Et pourquoi est-ce qu'on ne nous met pas de côté? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont rémunérés ou comment on dit ça? C'est parce qu'ils sont payés ailleurs maintenant qu'ils sont restés? Et c'est pour ça qu'ils sont restés jusqu'à être promus? Je n'en sais rien parce que je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui est sûr, la plupart de ceux qui sont partis et qui étaient dans cette posture de travailleurs. Et on n'en veut plus. D'accord. On n'en veut plus. Donc, l'UDBN a eu ses moments de gloire et continue d'en avoir. Et aujourd'hui, il n'existe plus. Et je voudrais même que sur vos plateaux, vous ne puissiez plus revenir sur l'UDBN. Parce que vraiment, ça fait longtemps que ça n'existe plus. On est RN et on va continuer par se battre. Vous imaginez, moi, je n'ai aucun poste politique. Mais je reste engagée. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, je ne lutte pas pour aujourd'hui, je ne lutte pas pour moi seule, je lutte pour les générations de filles à venir. Quand je vois les filles en milieu rural, parce que je suis d'abord assistante sociale de formation, je vois de la vulnérabilité. J'ai été longtemps associative, mais j'ai compris qu'il n'y a que la voie politique pour changer les choses. Et je me suis engagée politiquement contre 0 franc. Si aujourd'hui vous voulez revenir avec nous, venez. Je serai contre 0 franc. Vous ne serez plus un travailleur, vous serez un militant. D'accord. Vous avez évoqué le fait que les gens étaient là, travaillaient, demandaient à ce qu'ils soient payés. C'est ce que l'UDBN a refusé. Et aujourd'hui, la Renaissance nationale est en train de prôner le fait qu'il y ait des politiques engagés, des gens engagés dans le parti pour la vision du parti. Mais il en existe tellement de partis.
quelle est la particularité de l'UDBN? Je sais que c'est une femme qui dirige de la Renaissance nationale. Je sais que c'est une femme qui dirige. Est-ce que c'est la particularité? Est-ce que c'est pour le simple fait que c'est une femme qui dirige? On a déjà vu des femmes responsables de partis. Est-ce que c'est le simple fait que c'est une femme qui dirige qu'il faut se mettre derrière? Voilà. Et vous avez parlé, vous avez dit que, bon voilà, s'il ne restait plus que 1000 personnes engagées, derrière la Renaissance nationale, excusez-moi, j'ai trop connu l'UDBN, derrière la Renaissance nationale, on fait avec les 1000 personnes. Bien sûr. Mais les réformes demandent à ce que vous ayez de base solides dans tous les arrondissements, dans tous les coins et recoins de la République. 1000 personnes sur le plan national, qu'est-ce que ça va valoir? Merci, je rebondis justement là. C'est la bandinine, allons-y. Je rebondis là pour me réexpliquer. Quand je dis, s'il reste 1000 personnes, qui sont des militants, on va faire avec. Parce que l'effet multiplicateur de 1000 personnes, ce n'est pas de l'amusement. Je suppose qu'aujourd'hui, là, nous sommes 1000. Et nous savons que nous sommes dans un système partisan. Nous n'avons pas rejeté le système. Nous l'avons accepté. Nous avons de nombreux mouvements qui nous rejoignent. Alors, si j'ai 1000 bonnes personnes, imaginez qu'une seule personne amène 10 en un mois. Avant les élections. Pour gonfler le nombre, non. Il ne serait pas des gens engagés. Militants. J'ai déjà dit tout à l'heure que nous ne voulons que des militants. Parce que si on est 1000, ça veut dire que nous sommes 1000 qui comprenons la nouvelle logique. Et donc, avec l'effet, comment on dit, commercial, marketing, ça peut devenir 5000 rapidement. Je ne fais que caricaturer. Ça peut devenir 5000, ça peut devenir 10 000, ça peut devenir, etc., etc. Donc, pour nous, c'est la qualité des hommes avec lesquels nous travaillons et c'est des actions durables que nous promouvons. Et quand on est dans cette logique, on n'a pas peur. On n'a pas peur qu'on apprend de nos échecs, mais on sait aussi que le contexte nous oblige à telle chose et on travaille pour y être. En ce qui concerne les élections générales de 2026, j'aimerais juste vous demander, pour finir, est-ce que les femmes politiques en général béninoises sont assez armées, ont les armes nécessaires, les armes requises pour affronter les élections générales de 2026, pour représenter la jeune féminine et pour être mieux positionnée? Ça, c'est une belle question. J'apprécie parce que je travaille actuellement pour un programme qu'on appelle Programme d'appui à l'égalité des genres. Et l'un des volets de ce programme, c'est préparer les jeunes femmes pour les élections, pour occuper des postes de décision. Et nous avons une cohorte de 502 femmes conformes à travers le Bénin, dans des zones au nord, etc., etc. Alors, il y a d'autres projets aussi qui font de la formation au leadership des femmes. Donc, quand on dit aguerries, elles le sont. Ce que nous ne devons pas accepter, c'est aussi de dire qu'il n'y a que les formations des femmes pour permettre à ce qu'elles soient devant la scène. Il y a des femmes qui sont connues dans leur environnement. Il y a des femmes, alors qu'elles n'ont aucune formation, peuvent mobiliser 5000 femmes en un clin d'œil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous battons en brèche les arguments qui disent que les femmes ne sont pas aguerries, elles ne sont pas formées. C'est pas totalement vrai. Et aujourd'hui, si on dit qu'il y a élection demain et qu'on remet ensemble toutes les femmes qui ont connu, qui ont été formées au leadership, il y en a assez, énormément pour représenter. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas d'être sur la liste électorale, mais il faut avoir une capacité de mobilisation. Il faut être connu par sa communauté. Et c'est pour ça que sur mon programme à moi, on fait en sorte que les filles qui sont en train d'être formées puissent aussi développer des projets personnels dans leur communauté pour améliorer leur visibilité. Parlant d'autonomisation de la femme, ça fait partie du thème de cette année en ce qui concerne la GIF. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les femmes sont vraiment autonomes au point de rester sur les listes électorales tout simplement sans problème dans leur foyer? Parce que le problème qui se pose souvent, c'est le fait que voilà, elles sont sous le toit d'un homme qui ne voudrait pas que sa femme déroule.
Tout à l'heure, en définissant l'autonomie, j'ai dit c'est la possibilité de prendre des décisions pour Soi-même. Malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas le prendre encore. Mais il y en a qui peuvent le prendre. Qui peuvent prendre la décision de faire de la politique sans être inquiétés. Il y en a Donc même... vous voulez dire qu'il y en a qui arrachent leur indépendance, c'est ça? Il y en a même qui vont être accompagnés par leur conjoint, Oui. par leur père, leur papa, Leur famille. de façon générale, leur frère. Donc, il y en a suffisamment. Mais est-ce que vous ne pensez que c'est un problème? Vous ne pensez pas que c'est un problème qu'elles n'ont pas cette opportunité-là? Oui, je ne veux pas... quand vous voulez gagner, vous ne regardez pas les problèmes, mais vous regardez l'opportunité que vous avez. Il y a plusieurs femmes qui sont autonomes et qui peuvent porter de la voix. Et c'est elles qui vont travailler à entraîner les autres, à apprendre aux autres comment on négocie. Je suppose par exemple que vous avez un conjoint qui est allergique à vos activités politiques, à vos activités communautaires, à vos activités associatives. Il y a une manière. Mais il faut déjà que celles qui n'ont pas cette autonomie puissent voir d'autres faire. Et que celles qui font puissent leur expliquer, moi j'ai une manière de négocier, parce qu'on en est là, j'ai une manière de négocier avec mon conjoint, ma participation, et on travaille également dans les partis politiques pour que les pratiques qui font que les conjoints n'autorisent pas les femmes à venir aux réunions puissent être levées. Les réunions qui se font la nuit, je pense que si on fait les réunions à des heures convenables où les femmes peuvent participer, les conjoints ne vont pas... Convenable, c'est quoi? C'est 20 heures? Non, en fait, on sait qu'à 20 heures, une femme doit être en train de s'occuper du repas du soir. Peut-être pas tous les jours, mais on peut mettre les réunions à des moments où les femmes peuvent participer. Et puis, vous parlez de leur autonomie. Effectivement, elles n'ont pas les ressources. En politique, on a souvent entendu dire qu'il faut les moyens économiques. C'est vrai, nous sommes dans un système partisan où le financement du parti se fait par le parti. Mais en même temps, les membres, les militants doivent apporter leur contribution, doivent payer leurs cotisations. Ça signifie que le gouvernement aujourd'hui apporte sa contribution aux partis politiques? Oui, c'est pour ça que je dis le financement vient des partis, être dans les partis politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, les femmes, c'est aussi une mesure pour permettre aux femmes d'être militantes et d'être portées en triomphe sans difficulté. Mais les partis même qui reçoivent le financement, nous on n'en reçoit pas malheureusement, vous diront ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour redistribuer à toutes les femmes qui veulent porter de la voix dans leur communauté. Ce qui fait qu'elles doivent mettre la main à la pâte. Mais il faut reconnaître déjà qu'à l'intérieur, il y a déjà des actions qui se font collectivement et qui impliquent les femmes. Chez nous, nous devons cotiser. Nos militants doivent cotiser. Mais il y a un étalonnage des cotisations. Moi, je ne payerai pas la même chose qu'une femme... qui n'a pas autant de ressources que moi. Donc, vraiment, c'est aussi de la solidarité pour faire avancer les partis politiques. Alors, avant de vous laisser partir, vous avez crié sur ce plateau et vous l'avez revendiqué que vous êtes assistante sociale de formation. Alors, dites-nous en quelques mots, quels sont les défis urgents à relever concernant les droits de femmes dans notre pays? Oui, le maintien des filles à l'école. Le maintien. Il faut faire beaucoup de choses. Il y a la cantine scolaire qu'on fait déjà. Il y a des projets qui s'occupent de l'hygiène menstruelle des femmes, des filles. Il faut continuer. Et il faut prendre peut-être des tests au niveau national pour contraindre les parents à laisser les enfants à l'école. Il faut continuer par lutter contre le mariage précoce. Ça a diminué, mais il ne faut pas baisser les bras. Et il y a aussi l'accès aux facteurs de production. D'accord. Merci le loup, merci la louve. Voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission de cet après-midi. Mais avant de partir, je vais demander à Romaric de nous faire un résumé des propos tenus par notre invité cet après-midi. Je ne serai pas trop long parce qu'elle a tout dit. Et comme vous le dites, ce sera un résumé. Amis internautes, bonjour. Tout au long de cette émission où nous avons reçu pour vous Madame Valérie Idosso, elle qui est secrétaire générale du parti RN,
parti dirigé par Dame Claudine Afiari-Prudencio. Tout au long de cette émission, elle a parlé politique, mais également de l'engagement des femmes dans les associations. Elle n'a pas occulté de parler de la célébration et de la nouvelle connotation qui est donnée à la célébration de la fête de la Journée internationale des droits de la femme. Tout au long de cette émission également, elle a parlé, il faut retenir que l'UDBN n'existe plus. Il n'existe plus que désormais le parti Renaissance Nationale qui a trouvé de nouvelles stratégies, qui ne veut plus faire avec des travailleurs politiques, je veux dire, mais faire avec des militants engagés dans la vision du parti pour atteindre ses objectifs. Voilà donc ce que je peux dire pour faire le résumé de sa présentation de ce matin. Grâce à notre invité également, hein, je comprends aussi que désormais au niveau de la Renaissance, on n'a plus besoin des touristes ou des migrants politiques, mais on a besoin des gens comme nous. Des militants. Non, vous allez être un bon militant, Esther, pour vous chahuter. Alors, Madame la secrétaire générale, est-ce que le résumé de votre passage cet après-midi est prêt? Oui, je voudrais ajouter juste que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que les femmes soient mieux traitées si vous, en tant que jeune, vous vous associez à la lutte. Merci. Conclusion. Conclusion, je suis heureuse d'être passée sur votre émission. Je voudrais remercier Esaïe pour les nombreuses possibilités que l'organe m'a donné de passer sur des émissions radio et télé. Et je voudrais profiter de votre tribune pour dire merci à des femmes que j'ai croisées sur mon parcours. Elles sont très nombreuses. Je pense à Madame Atikpa, Honorine. Je pense à Madame Bokov Vicencia. Je pense à la ministre Adidja Matisse. Je pense à ma présidente Claudine Afiari-Prudencio. Je pense à toutes ces femmes, ma copine et amie Agnès Badou, DAC du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Je pense à ces nombreux jeunes que j'ai pu rencontrer sur mon parcours et qui ont influencé ma façon de voir les choses. Je vous dois beaucoup et j'espère qu'un jour, on pourra écrire de nouvelles pages de l'histoire des femmes au Bénin. Merci. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est avec cette note d'espoir de notre invité, le docteur Valérie Idousso, secrétaire générale du Parti Renaissance Nationale, que nous mettons en terme à notre émission Politiquement Féminin de cet après-midi. Avec Politiquement Féminin, on vient idiot et on sort moins idiot. Cet après-midi, on a compris que c'est un parti qui n'a plus besoin des touristes ou encore des migrants politiques, mais plutôt des militants. Merci à Billy, merci à Romaric, toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir préféré ce samedi et surtout merci à notre invité. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission Politiquement Féminin. Ça se passe tous les samedis sur Esaïe Télévision et comme je le dis toujours, la meilleure des web télé.